On pourra continuer voilà, à vous écouter après. Et je vais donner la parole à la salle s'il y a quelqu'un qui a des commentaires ou des questions avant qu'on entame la deuxième partie de cette table ronde. Et je pense qu'il faut, oui, voilà, il faut parler au micro pour l'enregistrement. Bonjour, merci aux deux autrices, aux deux intervenantes. Merci beaucoup. Je pense que pour Aiko, vous avez fait une analyse psychologique très forte et je crois que très juste. Vous l'avez vu après quand vous avez su le crime, un petit peu plus de nouvelles du crime, parce que bon, c'est sûr qu'on ne va pas retrouver tous les assassins, mais quand même, ça, c'était une analyse forte. Donc, vous êtes forte psychologiquement. Ça se voit. Et pour Malika, j'avais une question sur la construction du personnage qui m'a beaucoup intéressée parce que vous avez dit que vous aviez commencé à écouter des cas concrets dans le village de Médéa. Alors, j'étais intéressée pour savoir si le personnage est construit à partir d'un cas concret ou bien si c'est la somme de tous ces cas concrets qui vous a fait évoquer, construire le personnage. Et j'avais aussi une autre question, et comment a été reçu le sujet par la critique, voire le viol comme arme de guerre. Merci beaucoup. Merci pour vos questions. Alors, comment j'ai construit le personnage? En fait, c'est un puzzle, ce roman. Ce sont des pièces, je dirais, réelles quelque part, et j'en ai fait un roman. Donc, c'est pas une histoire qui existe telle qu'elle, mais tout ce qu'il y a dans ce roman est tiré de faits réels. Par exemple, Zora est institutrice à Médéa. Et j'avais vu à l'époque un reportage d'une institutrice, justement, qui un jour... donc il y a un reportage et on la suit dans son école. Il faut savoir qu'il y a eu un massacre la veille. Et quand elle se retrouve dans sa classe, elle ne sait pas quels enfants ont survécu et quels autres n'ont pas survécu. Et dans le roman, il y a une petite fille, donc elle dit aux enfants, je ne sais pas par où commencer, il y a une petite fille qui dit, Madame, chaque matin, vous faites l'appel. Sauf qu'ici, évidemment, l'appel, ce n'est pas pour l'absence, c'est pour savoir qui est présent et qui est absent, qui est mort. Donc, en fait, j'ai essayé de construire... Alors, j'ai voulu, dans le roman, Zora est voilée, par exemple. Elle est pieuse. Elle est croyante. Parce que je voulais aussi montrer qu'on ne violait pas uniquement les jeunes femmes, je dirais, avec cheveux dénudés. Voilà, on violait aussi, on massacrait aussi des femmes qui étaient visiblement croyantes et musulmanes. Parce que la démarche, c'était en fait, là aussi, c'est tous qui ne sont pas avec nous sont contre nous. Et le peuple est petit à petit devenu ennemi de ces terroristes puisqu'il les dénonçait. Puisque le peuple commençait à dénoncer les faits de massacres qui se déroulaient. Donc tout ça, comme Aiko finalement, hein, j'ai essayé vraiment de faire un travail d'introspection personnelle et de projeter en tant qu'humain, de me projeter dans l'humanisme de l'autre. C'est très intéressant ce qu'Aiko a dit. Je n'y ai pas pensé en fait, et ça rejoint très fort ce que j'ai appris quelque chose d'important. C'est que dans le cas du viol collectif, et tu as raison Aiko, il y a ceux qui sont tête de gondole, qui vont commettre, et puis il y a ceux qui suivent. Et ça, je n'y ai pas pensé en fait, mais c'est vrai. Si tu ne suis pas, tu n'es pas des nôtres. Et donc, comme tu dis, en tout cas les groupes terroristes sont une famille, puisqu'ils renoncent à leur propre famille de sang. Il y a une histoire de sang aussi dans mon roman. Et donc, comme on renonce à sa famille, je dirais, oui, de sang, eh bien, on se recrée une nouvelle famille. Et pour ne pas en être exclu, en effet, il faut suivre. Et donc, c'est très juste ce que Aiko dit. Je suis certaine que c'est aussi arrivé dans le cas des viols en Algérie. C'est pas tous des monstres, même si, encore une fois, on peut discuter du terme de monstre, mais parfois, c'est je dois le faire pour pouvoir faire partie du groupe. L'autre question, comment le livre a été reçu? Très bien, en fait. Très bien, parce que c'est comme Nuit d'encre pour Farah, mon tout premier roman où je parle des mariages forcés. Et je fais beaucoup de classes d'animation dans les écoles chaque année, depuis 25 ans. Chaque année, les enseignants m'invitent pour parler de ce roman-là. C'est ce que je disais à Aiko tout à l'heure. On est arrivé à un chiffre de 20 000 bouquins vendus en communauté française de Belgique. C'est tout petit, hein, la Belgique. Et déjà, si vous copiez la Belgique linguistiquement, il ne reste rien, quoi. Et donc, on est vraiment... Et donc les jeunes voilà, donc sont très curieux aussi de ce livre-là. Et c'est vrai que moi j'ai besoin
de parler des choses et d'essayer de, même si je ne les ai pas vécues moi-même, quelque part de pouvoir transmettre, enfin de pouvoir aussi transmettre et de pouvoir voir à travers l'humanité les choses qui ne vont pas et les choses qu'il faut dénoncer. Voilà. Vas-y, c'est à toi peut-être. Il y a d'autres questions dans la salle ou... Vous aurez peut-être de... Oui, d'accord. Des idées après. Pour les deux. Merci beaucoup pour votre intervention. Et par rapport à vous, Malika, vous disiez que les chiffres, c'est vrai que les chiffres sont aveugles, ils ne disent rien, parce que combien de femmes et combien de cas sont tues par honte, par peur et par des sentiments enfuis en soi-même. Donc c'est vrai que si ces chiffres-là nous paraissent significatifs, combien de cas encore sont tués et combien de tragédies ça peut provoquer, comme vous disiez, de suicide, de folie, d'exclusion également d'une société. Parce que vivre avec ce drame, c'est un drame, c'est horrible. Et est-ce que c'est, comment dire, appuyé dans la famille aussi? Est-ce que c'est compris dans la famille qu'une personne qui subit un viol, est-ce qu'on la comprend? Est-ce qu'on l'aide? Est-ce qu'elle arrive à remonter et à refaire sa vie? Normalement, je ne pense pas. Non. Je pense pas. Moi, je ne crois pas parce que c'est tellement tabou dans les sociétés. C'est tabou, en fait. Je veux dire, regardez, je ne sais pas en Espagne, mais je sais que nous, en France et en Belgique, des femmes seules, il y a eu le mouvement MeToo, les femmes parlent maintenant, elles ont été violées il y a 20 ans, il y a 25 ans, parfois dans les milieux de la bourgeoisie ou dans le milieu des intellectuels. En France, notamment, je ne me souviens plus du nom de cet universitaire, journaliste, bref, donc, qui avait des actes d'attouchement envers sa fille, très grand journaliste français, et d'ailleurs prof à Sciences Po, dont je me souviens plus sur le nom, Duhamel, voilà. Duhamel, c'est Patrice Duhamel. Et elle vient de parler, elle parle 25, donc c'est un milieu, en plus des années, le féminisme, etc., était à son apogée, on parle des années 70, etc. Donc non, on ne parle pas de ça. Là où je voudrais aussi vous rejoindre par rapport à ce que vous avez dit, qui est très important, c'est que depuis quelques années, je m'intéresse très fortement à la psychogénéalogie. J'ai d'ailleurs commencé à écrire un roman sur ces questions-là, c'est qu'on hérite des traumatismes de nos ancêtres. Et il y a une science maintenant qui l'affirme, parce qu'on porte les secrets de famille, on porte les traumatismes de nos aïeux qui ont connu des drames, qui ont connu des viols, qui ont connu des massacres, qui ont connu des... Et si on ne règle pas ça du vivant, on transmet ça à nos enfants. Et ça se traduit toujours d'une manière ou d'une autre. Je fais une petite incise. Je me souviens un jour d'une jeune femme qui avait écrit un livre, qui était venue en parler à la télévision, qui disait... Elle avait une trentaine d'années. Elle disait « J'ai toujours été très mal dans ma peau. Et je ne comprenais pas pourquoi je portais une tristesse viscérale en moi. Quelque chose qu'elle avait depuis toujours. Et elle ne comprenait pas pourquoi. Et un jour, elle a appris de la part de sa mère que son grand-père était mort à Auschwitz et on ne lui avait jamais dit. Et quand elle l'a su, tout à coup, elle dit, c'est comme si on m'avait enlevé cette tristesse, parce que là, maintenant, je pouvais mettre des mots sur ce que je ressentais. Et quand je vais peut-être dire une bêtise, parce que ça existe partout, mais quand on vient d'une famille qui a connu la transhumance et l'immigration comme la mienne, et d'autres, et je sais que l'Espagne porte aussi en elle une histoire très douloureuse avec le franquisme, et au-delà de ça, je pense que c'est important qu'on en parle et qu'on dise à nos enfants, voilà ce qui ne va pas. Moi, j'ai toujours dit, moi j'ai 3 enfants, et je parle beaucoup plus avec ma fille qu'avec mes fils, même si je parle beaucoup avec eux, mais je dis, voilà comment moi j'ai été élevée, voilà ce que ma mère m'a fait, voilà ce que ma mère m'a dit, voilà comment ça s'est passé. Et je sens en elle maintenant une jeune femme forte, parce que je lui dis les choses. Et elle regarde sa grand-mère avec les vrais yeux. Elle adore sa grand-mère, mais elle sait que sa grand-mère, elle était comme ça avec sa mère. Et donc, ça lui permet, elle, d'être ancrée dans la vie. Si je ne disais rien et qu'elle sente qu'avec ma mère,
il y a des choses, mais elle ne sait pas quoi. Elle serait elle-même mal à l'aise. Elle dit, tiens, maman, quand elle est avec ma grand-mère, il y a des choses qui ne vont pas, mais pourquoi? Je ne comprends pas. Et elle-même va prendre ça avec elle comme un fardeau. Là, elle sait, je lui ai dit, ta grand-mère, c'était comme ça, comme ça, comme ça avec elle. Et ça lui permet de mettre dans les cases les choses. Voilà. Désolée, je prends beaucoup la parole. Je crois que c'était une question pour tous, je pense. Non. La question c'était est-ce que il faut parler, est-ce que mais c'était à tout Oui, c'est à moi alors. Et, bon, merci pour vos interventions. Et je voulais commenter avec Aiko une affirmation qui m'a interpellée. Et c'est comment la camaraderie masculine se transforme en meute. Et c'est vrai que dans ton roman, il y a beaucoup de métaphores sur la chasse. Et la femme devient gibier, devient proie. Mais c'est vrai que la victime dans ton roman, Joy, d'une certaine façon, elle fait face à ses agresseurs au moment de l'accident. Et je ne sais pas si c'est justement cette... parce que dans les programmes, disons, de loisirs ou c'est des œuvrements de la bande des jeunes. Et il y a le rodéo comme programme, mais pas les viols en principe. C'est quelque chose qui a lieu comme ça. Et si c'est le fait que la victime interpelle ses agresseurs qui déclenche les viols parce que la masculinité l'a heurté. Mais oui, il y avait, alors bien sûr, sans reporter la faute du crime sur la victime, effectivement, Joy, c'est cette fille qui vient du même milieu qu'eux. Mais qui s'en sort. Mais qui s'en sort, qui s'en émancipe parce qu'elle travaille, parce qu'elle a du courage, parce qu'elle a de l'intelligence. Enfin, tout un travail qu'elle fait que eux ne voient pas. Eux voient simplement une fille belle et arrogante qui leur dit non. Et qui n'a pas peur d'eux, en fait. Qui les méprise. Et ce mépris qu'elle leur renvoie va bien sûr être un moteur pour ce viol. Maintenant, dans l'idée du rodéo, le mot rodéo, ça vient de rodear. Oui. En espagnol. Qui signifie tourner autour, oui. Mais qui est non seulement tourner autour, qui est une technique de rassemblement de bétail pour le rassembler, pour le marquer. Oui. Donc, déjà, le rodéo en tant que, on va dire, loisir, est déjà un loisir, c'est quand même particulier comme loisir d'attraper du bétail, puis c'est toutes sortes de techniques de soumission, de mettre le bétail à terre, de le ficeler. Et donc, pour moi, dans cette espèce de hobby qu'ils ont, qui est quand même pas anodin, en fait, parce que les rodéos, évidemment, les victimes toutes désignées, c'est les femmes. C'est plus amusant de suivre des femmes sur les routes la nuit, de leur faire peur. Pour moi, le viol est déjà là, en fait. Quelle est l'étape suivante, en fait? Une fois que vous provoquez la violence est déjà là. La violence, le viol, c'est juste la dans cette conséquence. Idée de chasser comme ça des gens sur les routes, de faire peur, ça ne m'étonnait pas dans le fait divers sur lequel je me suis basée, que l'étape suivante, c'était bien ça. Oui. Qu'est-ce que vous faites quand vous vous retrouvez seul face à cette femme que vous avez tellement effrayée? Moi, je trouve que vos deux romans nous interpellent actuellement parce que le cas des viols collectifs dans la jeunesse de nos jours, c'est quelque chose de grave et d'étonnant et d'incroyable. Mais quand on écoute le discours, au moins chez nous en Espagne, le discours qu'on nous donne comme explication, c'est qu'il n'y a pas d'éducation sexuelle pour les jeunes et que le modèle de sexualité, c'est la pornographie.
mais on ne regarde pas d'autres données, ou on ne nous explique pas d'autres données, comme celles que, par exemple, dans Rodéo, on voit, c'est une population en détresse à cause de la réalité actuelle socio-économique des quartiers, des régions en déprime, et des gens qui ne trouvent pas leur place. Et comment ce facteur d'influence de l'espace, parce que l'espace dans vos deux romans sont un personnage à part entière, hein, complètement. Et on n'entend pas parler de tout ça. On explique uniquement avec le manque d'éducation sexuelle et l'initiation à la sexualité par la pornographie. Mais je trouve qu'il y a aussi ces caractères de masculinité liés à la bande, une situation des jeunes où l'accès aux loisirs, c'est cher. L'accès à d'autres types de loisirs, c'est cher. Donc, il reste, et on entend toujours à la télévision, des accidents, des jeunes qui font des courses de voiture, à moto, le soir, dans les banlieues. Et c'est exactement ce que tu as raconté dans ton livre, existe, se répète et n'en finit pas. Et voilà, c'est une réflexion pour tout le monde, en fait. C'est pas... De ce que tu viens de dire, Bélène, je trouve, enfin je pense, vu la réalité, vu la société dans laquelle nous vivons, que ce n'est pas seulement dans les milieux défavorisés que ça arrive. La preuve en est la manade. La preuve en est le joueur de football, Alves, qui est sorti de prison parce qu'il a payé 1 million d'euros. Il ne provient pas d'un milieu défavorisé, d'un milieu pauvre, mais il est vrai qu'on doit démontrer sa masculinité et et son pouvoir aussi. Son pouvoir. Par exemple, dans le cas de ce footballeur, ce sont des gens qui sont habitués à séduire et à ne pas être refusés. Et à partir du moment où il y a quelqu'un qui refuse, là, il y a l'orgueil qui est touché. Et il faut absolument démontrer qu'on est vraiment masculin et qu'on a le droit de posséder ce qu'on nous refuse. Et j'ai entendu aujourd'hui à France Inter le témoignage d'une médecin, ça m'a paru très intéressant, qui parlait des abus commis au sein... elle parlait d'un hôpital dans lequel elle travaillait, elle était médecin. Et elle parlait de son supérieur. Et elle dénonce maintenant, en 2024, les abus qui se produisaient depuis une vingtaine d'années. Et qui, pareil, c'est pourtant un milieu pas du tout défavorisé, un milieu avec un certain niveau culturel, et qui n'osait pas non plus mettre une voix à ce qui arrivait. Et 20 ans plus tard, bien sûr, grâce à tous ces mouvements maintenant qui se sont sensibilisés, éveillés, elle met une voix à ce qu'elle a subi, mais ce n'est pas un milieu défavorisé. Et bon, il y aurait beaucoup à dire sur les viols, parce que si on parle de l'Église, alors là, il y aura beaucoup à dire aussi, parce que les violeurs, dans ce cas-là, ce ne sont pas des défavorisés, ce sont des gens cultes. Et là, il y a beaucoup aussi à dire. Alors, défavorisés, oui, mais pas seulement défavorisés. Non, mais c'est vrai. Ici, voilà, Rodéo, moi, je me suis attachée parce que je suis partie d'un paysage. Et il se trouve que je me suis basée sur une réalité qui se passe dans ce paysage. Et c'est sûr que, évidemment, qu'on viole dans tous les milieux, parce que, pour brièvement rebondir sur ce que Bélène disait. Voilà, que les causes seraient imputées à un manque d'éducation sexuelle et à la pornographie, mais le viol n'a pas toujours tellement à faire avec le sexe, en fait. C'est pas ça le propos. Par contre, la domination et la puissance, oui. Et moi, quand je préparais Rodéo, j'ai relu beaucoup Masse et puissance d'Eléa Canetti,
qui est un livre extraordinaire, qui est une espèce d'analyse de toutes les formes de groupes possibles. Alors, il fait une différence entre la meute, la horde, les trucs, etc. Et enfin, moi, je crois très fort pour avoir travaillé au Rwanda, où j'interviewais des tueurs qui me disaient j'ai tué parce que l'autre a tué, et que si je tuais pas, peut-être que moi j'allais tuer. Enfin, voilà comment on tue un village entier, en fait, parce que l'autre a tué et que c'était mon tour. Enfin, c'était quand même ce qu'on entendait souvent quand ils avouaient. Et moi, je crois beaucoup plus à la forme du groupe, à la pression du groupe, à la peur d'en être exclu, parfois même physiquement. Dans les cas de guerre, c'est toujours la grande peur des bourreaux, soi-disant, que s'ils ne s'exécutent pas, c'est eux qui seront tués et leur famille. Et donc, on s'éloigne très fort du sexe, en fait. Et on est vraiment dans autre chose qui est d'appartenance, en fait. L'idée d'appartenance ou d'exclusion à un groupe, à un genre. On est plus là-dessus que sur une pratique sexuelle. Ouais. Le micro, je pense. C'était justement ça, c'est qu'on met toujours l'accent sur, quand on cherche les causes de ces viols collectifs des jeunes qui se produisent actuellement et avec une certaine fréquence, ce qui est terrible, et on va toujours analyser la cause là dans l'éducation sexuelle. Mais uniquement, on nous donne cette explication, c'est la pornographie, mais les viols collectifs, ce n'est pas vraiment du sexe. Il y a d'autres facteurs qui interviennent et dont on ne parle jamais. Par contre, ça soude les hommes entre eux. C'est la dynamique de groupe. C'est la dynamique de groupe et la camaraderie mal comprise et ce besoin de démontrer aux autres qu'on est des leurs. Et il y a toujours, je suis d'accord avec toi, je crois qu'il y a toujours un leader. Et bon, Marie-Angèle, ça fait allusion à un viol collectif qui a eu un énorme écho médiatique. La manade. Oui, voilà, le troupeau. C'est pour revenir aux métaphores sur le bétail et les animaux que... Voilà, c'était juste ça. Par rapport à l'éducation, moi, je voulais ajouter que l'éducation et la formation sont fondamentales tout le temps, mais surtout quand il y a un problème. Et c'est vrai qu'à l'école, il y a un problème. C'est vrai qu'on a encore des écoles en Espagne qui sont sexuées, c'est-à-dire des écoles pour filles, des écoles pour garçons. Par exemple, ça, c'est pas normal. Notre société, on a beaucoup d'écoles, je parle de primaire, du secondaire, où les garçons jouent au foot, pendant la récré, et les filles sont là à raser les murs, à les regarder. Je veux dire que ça peut paraître un détail bête, mais c'est pas du tout bête. C'est là qu'on a déjà des rapports de domination, parce que finalement, c'est justement ça. Il n'y a pas un profil du violeur. Ça peut se passer à n'importe quel âge, n'importe quelle condition sociale. Et c'est vrai que c'est un rapport de domination, et surtout pas sexuel. Mais je pense que l'éducation, elle est fondamentale. Je sais qu'on est d'accord sur ce point-là. Et ce n'est pas que nos adolescents aient un manque d'éducation, parce qu'on fait quand même une éducation aux valeurs en Espagne, dans les écoles. Mais c'est vrai qu'il va falloir y faire quelque chose dans les écoles, et que c'est urgent, et que ça ne va pas commencer justement dans des régions comme la mienne ou comme la vôtre, où il y a un négationnisme, par exemple, de la violence et de genre. Là, on a un gros problème politique, social, et c'est écœurant. Et puis après, il y a les réseaux sociaux. Il y a les réseaux sociaux qu'on ne peut pas quand même dominer, parce qu'il y a quand même une liberté d'expression. Mais donc, il va falloir penser à éduquer aussi par rapport aux réseaux sociaux. Parce que c'est vrai que l'importance surtout des images, c'est pas en parler, c'est voir des images. Ça aussi, pour tout ce qui est profil de domination, quand même, je crois que c'est très important, l'audiovisuel, et que là, il y a beaucoup de travail à faire avec les adolescents. C'est... Des
cas contraire, c'est-à-dire des jeunes filles, ça marche, des jeunes filles qui violent un garçon. Est-ce qu'il existe des cas? Ce serait curieux quand même à voir. Parce qu'il y a des cas de groupes de filles qui violent des filles. Oui. Oui, oui. Des filles qui violent des filles. Ah oui. Des groupes de filles, oui, oui, il y a eu quelques... Le harcèlement, oui. Harcèlement, mais viol... Mais je dis viol, viol. Oui, oui, oui. En prison. Oui, ou même, je sais plus, je sais qu'à Marseille, il y a eu quelques cas comme ça de... Enfin, vraiment, oui, oui, de filles... oui, agressées sexuellement, voire violées par une bande de filles qui pratiquaient tous les codes du viol masculin. Enfin, c'était très curieux, quoi. Mais par des garçons peut-être. Je pense que ça reste quand même très, très, très isolé. Généralement, bon, d'abord il y a le rapport de force. Une fille pour violer un garçon, je crois qu'elle irait pas très loin physiquement. Parce qu'elle n'a pas besoin de démontrer parce que les jeunes filles, les femmes, n'ont pas besoin de démontrer qu'elles sont masculines. Oui, alors ce rapport de domination. Alors moi, je travaille aussi beaucoup avec des jeunes en prison. J'ai développé un projet qui s'appelle Activado. Donc c'est un projet que je mène avec des jeunes mineurs qui sont placés par le juge de la jeunesse. On a 6 institutions du côté francophone de Belgique. Il y en a 5 pour les garçons et un centre de filles. Et donc, ce sont des filles qui ont entre 13 et 18 ans, parce qu'après, elles sont majeures, et donc, si elles commettent quelque chose, elles vont en prison. Mais là, donc, il y a des centres ouverts, centres fermés. Et les filles que je rencontre, c'est généralement des filles qui sont là pour prostitution, trafic de drogue, ou alors elles sont là aussi pour des questions de violence intrafamiliale, tentative de meurtre. Elles sont là pour des questions aussi de, comment dire, quand on fait du mal à quelqu'un d'autre, torture, voilà, des actes de torture, des choses comme ça. Mais, pardon, tu disais, Aïko ? Non, non, oui, c'est ça, des choses comme ça. Mais par contre, les garçons, oui, il y en a quand même qui sont beaucoup là pour des actes de viol, voire meurtre. Donc je crois que ça reste quand même assez isolé, même si ça existe certainement. Mais comme dit Aïko, fille sur fille, certainement. Plusieurs filles avec un garçon, je ne vois pas très bien comment physiquement c'est possible de le faire. Enfin, ça peut le faire, mais bon. Oui, c'est surtout évidemment, je pense, les garçons, hein, malheureusement. Mais je voulais aussi intervenir par rapport à la pornographie. J'entendais beaucoup vous parler de pornographie. Oui et non, moi je pense que, enfin oui, c'est-à-dire que c'est vrai pour les tout jeunes, mais qu'à partir d'un certain moment, quand évidemment le jeune est équilibré, hein, je ne parle pas des jeunes qui sont un peu déstructurés et qui sont psychologiquement déséquilibrés, mais quand on est un jeune structuré et qu'on a accès à des images pornographiques, dans un premier temps, c'est peut-être une image qu'on peut avoir de la pornographie, mais je crois qu'elle est très vite. Ensuite, elle passe à autre chose quand on rencontre quelqu'un, une femme qu'on aime et avec qui tout à coup le rapport devient plus sentimental et plus tendre. Donc je crois que c'est un faux débat, me semble-t-il, que l'on fait trop facilement à la pornographie. Voilà, parce que fondamentalement, avant Internet, avant tout ça, avant l'accès à la pornographie, il y avait déjà de la violence, il y avait déjà des viols, voilà. Je vais travailler un peu. Et une des questions que je voulais vous poser, c'est comment vous vivez cette écriture de la violence. Parce que là, on parlait beaucoup des causes externes, on fait une analyse un peu sociologique. Mais ma question, c'est, parce qu'en lisant vos textes, en particulier le viol collectif chez Rodéo, j'avoue que j'ai sauté quelques lignes. C'était très douloureux pour moi de les lire. Et ce que j'ai commenté ce matin à une collègue, et je n'ai même pas dormi. Je me réveillais toutes les 2 minutes après. Et tellement, j'aurais pas dû lire ça avant d'aller dormir. Et ma question, c'est vraiment... comment vous appréhendez ce travail d'écriture de la violence, corporellement? Tu veux répondre, Aïko? Vas-y. Alors, comment j'ai écrit ce livre, ou bien cette scène-là en particulier? Alors, donc, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, moi, ce livre, il est basé sur un fait divers qui, moi, m'a dégoûté, en fait. Il y avait vraiment quelque chose de sale, de moche, de poisseux dans cette histoire. Donc c'est une histoire dont j'avais envie de très vite me débarrasser.
Et en plus, j'ai commencé... Enfin, ce qui a initié ce livre, c'était un pari. Le pari d'écrire en 3 mois. Avec une personne qui devait s'absenter 3 mois et qui revenait de l'étranger 3 mois après. Et qui m'avait dit, bah, chiche, toi, tu vas écrire un roman, et moi, je pars en résidence artistique là où il était. Et donc, il y a eu un compte à rebours qui s'est mis, parce que bah, moi, je suis joueuse et j'ai relevé le pari. Et bon, j'avais déjà fait pas mal de recherches sur... un peu sur ce fait divers, mais surtout sur, voilà, sur les loisirs possibles de ces hommes, sur les phénomènes de bande, etc. Et c'est un livre que j'écris en 3 mois et 3 jours, finalement, mais nuit et jour. Nuit et jour. Et enfin, j'ai enchaîné des nuits blanches sur nuit blanche sur nuit blanche, et j'écrivais debout, pour pas m'endormir. Donc je posais mon ordinateur sur une armoire, et donc j'avais mal au dos, j'avais mal partout. Et comme c'est un livre, donc je sentais que je vais écrire vite, avec une certaine nervosité, parce que le sujet l'imposait, en fait. C'est une bande volatile, ça boit, ça va par ici, etc. Donc il y avait une nervosité inhérente à l'histoire. Il y avait aussi une rapidité dans l'écriture, liée à cette dimension physique de l'écriture, puisque j'écrivais debout et que, en plus, durant la nuit. Et en plus, une matière qui me mettait pas toujours à l'aise, en fait. Cette scène, j'ai eu souvent le retour de gens qui n'ont pas lu cette scène, ou qui ont commencé, et puis qui... Et oui, c'était bien voulu, d'ailleurs, que cette scène provoque ça. Mais voilà, je sais qu'il y a d'autres scènes de violence. Enfin, voilà, la violence, elle est tout au long du roman, et qu'elle peut mettre mal à l'aise. Et c'est vrai que moi-même, il y avait certaines choses... oui, qui m'ont mis mal à l'aise. Ouais. Tu viens de le dire, tu t'es même fait un peu violence quand même, écrire debout, ne pas dormir, c'est une manière aussi un peu de... Oui, d'avancer. Je ne voulais pas m'attarder dans cette histoire plus que nécessaire. Il y a une question aussi de la parole comme exutoire, finalement. Une autre des questions qui me venait à l'esprit, et bon, après je te laisse la parole, Malika, c'était aussi la question, est-ce que vous avez eu besoin, enfin, est-ce que c'était une envie ou un besoin vraiment d'écrire sur cette question-là? Tu viens de dire, tu voulais te libérer tellement cette histoire t'est dégoûtée. Je me demande s'il n'y avait pas vraiment un besoin, vraiment... Mais en tout cas, les questions de violence me travaillent. Et moi, comme je disais plus tôt, j'ai habité au Rwanda. Je suis allée au Congo, qui était une zone de guerre à l'époque. C'était le Kivu, c'était la capitale mondiale du viol au Kivu. Enfin, je veux dire, au Kivu, on a violé comme... je ne suis pas sûre qu'on ait violé comme ça ailleurs. Donc, il y avait déjà un climat de grande violence sexuelle. La question de la violence, en général, m'intéresse. Et ici, il se trouve que c'est quand même un petit peu le hasard de ce fait divers-là qui a fait que... voilà, que j'ai travaillé cette thématique-là. Mais voilà, d'autres violences m'intéressent aussi. Mais voilà, ici, il y avait l'occasion de travailler celle-ci. Ouais. Oui, sur comment j'ai vécu l'expérience de l'écriture, c'est ça? Sur ta ce question? que tu vois, entre ça ou besoin Alors besoin, moi c'est oui, un besoin, c'était surtout comme je le disais un peu dans la présentation, c'est que j'étais un peu moi-même, je me disais mais c'est quoi cette histoire, enfin j'arrivais pas à comprendre, moi qui connaissais parfaitement, je connais la culture, la mentalité, la manière dont les hommes en Algérie, les Algériens sont très protecteurs envers la femme, très respectueux, et que tout à coup, tout ça n'avait plus aucun sens puisqu'ils s'en prenaient quand même. Donc c'était surtout l'envie de dire, de parler, de témoigner de ça qui m'a poussée à le faire. Et puis je pense que, un peu comme Aiko, ce qui nous pousse toujours à écrire, c'est quand on ne comprend pas les choses et on veut les comprendre. Voilà, on se dit mais ça je comprends pas et on est curieuse. Enfin, je parle un peu en ton nom ici, mais on est curieuse, on a envie de savoir, on a envie de comprendre ce qui se passe dans le psyché humain, parce qu'on est d'abord des êtres humains, on n'est pas des animaux, donc on a une éducation, même si c'est une éducation de base pour certaines familles. Donc c'est toujours de comprendre qu'est-ce qui peut à un moment donné amener un être humain à commettre un acte comme celui-là. Parce que ce que disait aussi tout à l'heure Aiko, et qui est très intéressant, c'est que fondamentalement, même si on n'est pas puni par la justice des hommes, je dirais la justice de sa conscience. C'est comment on vit avec ça, comment on se reconstruit avec ça. Parce que bien sûr, il y a la victime. Et mon travail avec les jeunes en prison aussi, parce que j'ai dans le groupe avec qui je travaille un jeune que je suis maintenant qui a pris
25 ans de prison pour un viol et un meurtre d'une jeune femme, d'une jeune prostituée qu'il a violée et qu'il a tuée. Et donc, je travaille avec ce jeune depuis maintenant 2-3 ans. Il était dans le centre des mineurs, et puis maintenant, il est adulte, donc enfin, il est en prison. Et donc, je continue à aller le voir. Et je lui ai posé la question l'autre jour. Je lui ai dit, est-ce que tu penses que si tu sortais demain, tu pourrais recommencer? Il m'a dit, Malika, je crois que je pourrais recommencer. Et j'ai trouvé ça d'une grande honnêteté, en fait. Et je me suis dit, donc c'est très bien que tu sois là pour te reconstruire, pour essayer de comprendre, pour essayer d'avancer. Et donc lui-même est conscient de cette face sombre qui est en lui. Alors quand moi, donc pour répondre à la première question, écoute, moi j'ai écrit Les silences de Médée, j'étais enceinte de ma fille, Anissa. J'étais enceinte d'Anissa et je ne savais pas que c'était une fille, parce que j'ai 2 fils aînés, et puis je me dis, bon, peut-être ce sera un garçon, puisque je fais des garçons, donc ce sera peut-être encore un garçon. Sauf que c'était une fille cette fois-là. Et donc je parlais des femmes, je parlais de la violence faite aux femmes avec cette femme que je portais, cet enfant-fille que je portais en moi. Et le livre est sorti en septembre 2003, et Anissa est née en septembre 2003. Et j'avais ces 2 naissances, comme ça, qui arrivaient, c'était le hasard. Et je vais être honnête avec vous, j'ai fait une dépression. Après l'écriture de ce roman qui a été dur, parce que c'est dur, ce roman. Il y a des passages comme pour Aiko, mais je vais le lire, elle va me le confier, je vais le lire. Je vais le lire ce soir. Il y a des passages très durs. Enfin, il y a des moments où on peut pas faire l'économie de ça. Si on veut écrire un roman sur le viol, on est obligé de parler du viol, et pas juste j'ai été violée et puis je vais dormir. Non, il faut décrire l'état psychologique, d'écrire les actes, d'écrire les choses. Bon, après, on peut choisir de le faire de plusieurs manières, mais donc oui, ça m'a coûté psychologiquement énormément. Et Anissa, alors que j'ai eu deux grossesses incroyables, 2 naissances fabuleuses, Anissa, elle est née d'une manière... Elle ne voulait pas sortir en fait de la bonne sortie. Elle ne voulait pas sortir comme on sort d'habitude du ventre d'une maman. Donc elle s'est mise autrement et j'allais la perdre en fait. Et j'ai été anesthésiée en urgence. Elle est sortie... on a dû m'ouvrir et elle me dit, mais tu penses bien que je n'allais pas sortir par ton sexe, je suis contente de sortir par ton ventre. C'est ce qu'elle me dit aujourd'hui. Hein. Et donc du coup, ces deux gros traumas, je dirais, de ma vie, oui, j'ai connu une dépression où j'ai mis 1 an à m'en remettre en fait. Donc pour répondre à la question. Voilà. C'est vrai que vos 2 textes donnent une place très importante finalement au corps, non? Et au corps en tant qu'être humain, en tant que zombie, parce que Zora, finalement, quand on lit les descriptions psychologiques, le regard dans les vides, elle n'entend plus, elle n'est plus là. Et dans les cas du roman d'Aiko, c'est plus un corps par moments animalisé, par moments complètement réifié, non? Surtout la description des Joy après le meurtre, c'est vrai, et même pendant les viols, c'est une poupée complètement cassée. Non? Et donc, une question peut-être bizarre, mais quelle place octroyez-vous au corps dans votre écriture? Est-ce que c'est seulement les cas de ceux de livres qui bon, évidemment, on ne peut pas écrire sur les viols sans évoquer le corps, ou est-ce que c'est une question qui vous traverse, qui traverse toute votre œuvre? Je peux répondre parce que, alors Aiko aura une autre réponse parce que sa protagoniste est morte, donc c'est un peu différent. Ici pour Zora, qui revient, en fait, elle a été violée, elle est laissée pour morte. Elle est laissée pour morte. Elle a fait la morte. Et ça aussi, c'est vrai. Hein, donc, des cas comme ça de jeunes femmes qui ont été violées et qui pour éviter qu'on les tue, font la morte. Voilà. Donc, Zora est morte, enfin, en tout cas pour eux. Et elle revient en disant, ils m'ont pas touchée, ils m'ont pas violée, ils m'ont abandonnée sur la route. C'est ce qu'elle fait croire à sa famille. Et elle s'efforce, elle s'auto-convainc qu'elle n'a pas été violée. Et donc, tout le reste du roman, c'est justement, tu disais très bien les choses, c'est qu'en fait, elle n'incarne plus son corps. Je vous parlais tout à l'heure de la mort du corps de cette Bosniaque. Zora, elle a décidé en effet que son corps n'avait plus d'importance puisque c'était de sauver son âme et son conscient et son inconscient qui était le plus important. Et donc, pour elle, le corps n'est plus incarné à tel point que quand elle se marie, quand son mari se déshabille, elle a des blackouts. Elle ne veut plus voir le sexe d'un homme. Donc, en fait, il utilise une poupée de chiffon pour faire l'amour avec lui, mais elle n'est plus là.
physiquement, le corps humain, enfin, et en tout cas la psychologie humaine fait bien les choses. C'est qu'à un moment donné, quand il s'approche d'elle, elle sent qu'il vient avec l'envie de faire l'amour, et là, elle fait un blackout. Et elle se réveille quand l'acte est terminé. Ce qui va évidemment la plonger un jour dans le drame absolu, c'est lorsque, comme par hasard, un jour, elle vit avec les enfants de son mari, qui sont des adultes qui ont le même âge qu'elle. Un jour, elle va voir par accident le sexe de son beau-fils. Donc la porte était ouverte, il dormait nu. Et là, elle revoit cet homme, son beau-fils allongé, avec évidemment nu, complètement nu. Et là, tout à coup, tout revient en elle. Et c'est cette image, un peu par accident, qui va la faire plonger finalement dans autre chose. Je dirais que chez moi aussi, le corps est... Enfin, le corps m'intéresse. Comment il se maintient, comment on l'entretient, comment il est discipliné. Parce que pour moi, enfin, voilà, c'est quand même là où le fait social se dépose. Et moi, je suis intéressée par... Enfin, qui rebondit d'ailleurs sur une question que tu nous avais posée aussi, sur la classe sociale. Et pour moi, la classe sociale se dépose d'une manière particulière dans un corps et dans ce qu'on en fait. Et le corps, il m'intéresse aussi, comme pour Rodéo, comme un espèce d'ultime bastion de fierté quand on n'a plus rien, en fait. Quand on n'a plus de mots, quand on n'a plus rien, qu'il reste juste ce corps. Alors que ce soit pour ces garçons, voilà, qui va être hyper masculinisé, etc. Parce que, voilà, c'est un peu ça leur seul drapeau encore, c'est ce corps de mec, mais pas uniquement en fait. Enfin voilà, quand à nouveau certaines expériences de lieux où j'ai vécu, enfin notamment en Afrique, etc., m'ont souvent vraiment ramené à mon corps. De là, toute autre chose est inutile. Là, je ne suis plus qu'un corps et il va falloir se débrouiller avec ça. Et cette question-là m'intéressait beaucoup, en fait. Quand on n'a plus de mots, il reste ça, qui peut nous sauver ou être notre perte, mais ça m'intéresse. Finalement, c'est ce que fait le personnage de Zora. Du coup, vous faites des échos, non? Mais comme elle n'arrive pas à le dire, non, pour exprimer l'ineffable et l'innommable, finalement, c'est son corps qui se met à parler. Et que ce soit quand elle n'entend plus, quand elle n'est plus là, ou que ce soit quand elle reste médusée après la vue du sexe de son beau-fils. Les odeurs, aussi, une question qui m'avait beaucoup... que j'avais retenue de la lecture des Silences de Médéa, c'était les odeurs. Comment il y avait toute cette mémoire sensorielle qui revenait pour essayer de réveiller en elle et d'exprimer ce qu'elle n'arrivait pas à dire. Oui, c'est ça. Elle a été violée dans les maquis, dans les montagnes. Comme je vous disais, Médéa, c'est un village niché dans les montagnes. Enfin, dans une vallée qui est surplombée par des montagnes. Donc en fait, comme elle a été violée bêtement sur le sol, enfin sur les feuillages, et donc quand elle arrive à Paris, parce qu'elle se marie pour fuir l'Algérie, elle accepte un mariage arrangé avec un homme plus âgé qu'elle, qui a des enfants du même âge qu'elle. Bref, voilà, c'est un choix qu'elle pose. Et ça nous arrive tous, on est à un moment donné en train de cuisiner, et puis on sent une odeur, et ça nous rappelle un peu... ça nous rappelle, je sais pas, un pays, une région. On se dit, ah oui, mais tiens, j'étais là. Et donc Zora, là, cette odeur, tout à coup, elle est là. Et comme elle ne se souvient plus de son viol, elle a décidé qu'elle ne voulait plus s'en souvenir, donc elle ne se souvient plus. En tout cas, elle essaie de l'oublier complètement. C'est sa survie, c'est sa manière à elle de se dire, c'est comme ça que je peux continuer à vivre. Et là, en effet, c'est des odeurs qui reviennent constamment, et elle ne comprend pas ce que c'est. Elle n'arrive pas, c'est des odeurs qui n'existent pas dans un HLM à Paris, quoi. Et donc c'est en effet sa mémoire qui lui envoie ces signes-là. Il y a aussi des images, en fait, des flashs qui arrivent, des flashs au moment où elle s'y attend le moins. Donc tout ça, c'est aussi une question de survie de la conscience, parce que je ne pense pas que notre conscience a envie de mourir, envie de s'éteindre. Et donc, elle se rappelle justement au corps que ces choses-là ont été vécues, ces choses-là ont été entendues, ces choses-là ont été senties. Et il y a les corps, et bon, tout à l'heure, Bélène le disait, elle parlait de l'espace. Moi, j'avais utilisé les mots paysage, non? Tous les deux romans
donne aussi beaucoup de place au paysage d'une manière différente. Dans le cas d'Aiko, et j'ai l'impression que ça résonne un peu. Et tu décris notamment ces paysages, tu viens de le dire dans ton intervention, ces paysages délabrés. Il y a un écho bizarre ou c'est moi? Ah, d'accord, bon, c'est peut-être ma tête. Et donc tu décris beaucoup ces paysages délabrés, pardon, et avec une certaine beauté même. Enfin, je trouve. Après, peut-être que ces paysages me touchent parce que j'habite, comme je vous ai dit, dans le nord de la France, et c'est un paysage que je reconnais tout de suite, et toute cette violence est sous-jacente à Rodeo, pardon, on pourrait y revenir après, et qui est partout finalement. Et d'un autre côté, on a les paysages plus idylliques, pour ainsi dire, des médias. Tu l'as dit tout à l'heure aussi, non? Justement, c'est curieux que vous avez toutes les deux évoqué ces deux paysages. Et est-ce qu'il y a un lien entre les personnages et le paysage? Est-ce que c'est exprès d'insister sur la description de ces lieux pour approfondir la psyché de vos personnages? Oui, moi je ne pars que des paysages. C'est le début de tout ce que j'écris, c'est un paysage. Qu'est-ce qui se passe dedans? Quel type de personne va générer ce genre de paysage? Et de Rodeo en particulier, le paysage est vraiment un personnage à part entière, parce que c'est vraiment la matrice qui va... Enfin, moi, je suis tout à fait convaincue que le paysage physique, visuel dans lequel on grandit et dans lequel on évolue a une incidence énorme sur une dessinée. Ça, j'en suis tout à fait sûre. Donc, c'est vrai que oui, j'aime m'attacher à une analyse. Enfin, c'est pas le paysage pour le paysage. Un paysage, c'est une économie, c'est une histoire, et je me demande toujours effectivement quel type de personnes génère ce type de paysage. Bon, il se trouve que je choisis toujours des paysages assez glauques, etc. Mais bon, ça c'est... Il y a une beauté quand même dans ces paysages. Ah, mais moi, en tout cas, je la trouve. Les paysages post-industriels, moi, je leur trouve une énorme poésie, une énorme beauté. Moi, je les trouve pas glauques, mais je peux comprendre qu'on puisse les trouver glauques. Mais moi, ce sont des paysages qui me touchent énormément. Et voilà. Et qui évolue au sein de ces paysages, c'est ça qui va m'intéresser. Oui, je rejoins Aiko. En fait, on peut pas. En fait, un roman, c'est pas un film. Il n'y a pas d'image, donc on doit créer des images pour que le lecteur puisse comprendre d'où on parle et qu'est-ce qu'on évoque. Je donne souvent l'image de prendre la main du lecteur, de lui prendre la main. Il est aveugle et on le mène, on le conduit, on l'explique, on lui décrit ce qu'on voit. Donc, on peut pas faire abstraction du lieu où on se trouve pour raconter une histoire, parce que ça participe à l'histoire. Donc forcément, et puis dans le roman, en tout cas dans celui-là, il y a deux mondes. Il y a l'Algérie avec ses beautés, avec sa verdure, voilà, et beaucoup d'eau. Médéa, c'est une ville d'eau aussi. Et puis elle arrive à Paris, dans la banlieue parisienne, dans les HLM, le béton, cette phrase raciste, à bas les Noirs et les Arabes, et elle se dit mais pourquoi c'était... Et les gens passent devant cette phrase et plus personne... Voilà, c'est comme une sorte d'habitude, et elle, ça la il Et elle se dit, j'ai quitté la violence, je ne pensais pas que je retrouverais une forme de violence ici. Donc oui, forcément, il y a tout ça qui joue. Mais après, je reviens aussi sur l'industrialisation. Moi, j'ai grandi dans un petit village où il y avait une mine de charbonnage. Beaucoup de migrants sont arrivés, notamment beaucoup d'Espagnols, justement, là-bas, des Algériens, des Marocains, des Italiens. Et c'est à 5 km de Charleroi, qui est une ville extrêmement industrialisée, qui ne l'est plus aujourd'hui, mais où il y a eu beaucoup de métallurgie, de sidérurgie. C'était vraiment le Liverpool de la Belgique. Et tu vois, Aiko, moi, j'ai pas du tout la même sensation, parce que comme mon père, je me souviens, il revenait épuisé de là. J'ai une mauvaise image, moi, de ces cités minières, ouvrières, parce que pour moi, c'est signe de souffrance. Alors, je peux comprendre qu'on y voit, pour certains, de la poésie, une certaine architecture, et voilà. Mais moi, c'est l'image de mon père revenant
d'un travail épuisant qui l'a rendu sourd, qui lui a cassé le dos. La métallurgie, c'est de prendre des masses enfin, à l'époque, on faisait moins attention au monde ouvrier que maintenant. Mais donc, pour moi, ça, c'est mon père et sa souffrance et sa difficulté. Donc, j'arrive pas à trouver de la poésie, mais je peux comprendre qu'il y en ait quand même. Je trouve qu'il y a une poésie aussi, justement, dans ces histoires. C'est une histoire de souffrance, celle de ton père, non, et mon grand-père aussi, il vient de la métallurgie. Enfin, mais il y a quand même, justement, les mémoires. Ce sont des lieux devenus fantomatiques, on dit. C'est en français, ça. Et je pense que c'est là, je ne sais pas, Aiko, où elle trouve la beauté. Ce n'est pas une beauté architecturale, quoique... Aussi, j'ai quand même une cheminée tatouée sur mon dos, donc bon, c'est une autre question. Mais oui, là où mon grand-père avait travaillé. Donc, outre cette beauté, je trouve que justement, il y a des lieux qui nous parlent, justement, quand ils sont vides. Et c'est aussi une sorte entre la nostalgie et la mélancolie, ça joue, ça dépend si on s'élève, on veut regarder en amont ou en arrière. Non, mais je pense qu'il y a ça dans cet espace vide de nos jours. Je ne sais pas. Certes, il y a tous ces souvenirs, mais ça dépend. Moi, j'ai pas un bon souvenir de ça, de ces paysages-là. Tu vois, j'en ai pas du tout un bon souvenir. Encore une fois, parce que pour moi, c'est signe de souffrance, de difficulté, voilà. Donc c'est gris. Moi, je suis une femme de lumière. Enfin, oui, je suis une femme de lumière. J'ai besoin de lumière. Et quand je vais à Charleroi, où j'ai grandi dans ce coin-là, c'est sombre. C'est gris, il pleut toujours. Il fait très bon, vous arrivez à Charleroi, il pleut. Non, j'exagère, mais enfin, c'est presque ça. Mais donc, mais tout est une question de Madeleine de Proust. Hein. C'est comment, dans notre enfance, on a vécu les choses, qu'est-ce qu'on ressent. Voilà, pourquoi des endroits nous parlent plus que d'autres. Mais le nord de la France, j'aime pas. J'aime pas du tout. J'ai appris à l'aimer avec le temps. J'aime pas. C'est triste. Voilà. Lille est une belle ville, hein, mais si on prend Maubeuge, Roubaix, tout ça, c'est. Je travaillais partout, Valenciennes, Hénin-Beaumont, Roubaix. Oh mon Dieu, voilà. Mais quand même, outre le paysage, je pense qu'il y a, et justement, je parlais des souvenirs, mais j'ai oublié peut-être les mots-clés, il y a un souvenir aussi d'ensemble, des collectifs. Et pour moi, ce type de lieux et ce type de régions, justement, toute la beauté qu'ils sont, c'est vraiment... C'est peut-être la nostalgie que j'ai de la classe ouvrière quand elle existait, puisque maintenant on n'est que des individus isolés. Et voilà encore une autre violence qui traverse, notamment Rodéo aussi. Comment l'époque contemporaine et le capitalisme et le néolibéralisme en puissance maximale et fait de nous des individus. Et je pense aussi que voilà, dans ces souvenirs, dans ces Madeleine de Proust, il y a aussi le corps collectif de la classe ouvrière. Et maintenant qu'elle n'est plus là, voilà. Tu as dit Charleroi c'est moche, mais c'est aussi où ça a été la ville où il y avait la plus de délinquance de l'Europe, je pense. Oui. Donc il y a quand même là une violence aussi à rappeler. Ce n'est pas seulement j'avais regardé les statistiques quand j'avais déménagé dans le nord de la France, et c'était la ville où il y avait le plus grand nombre de crimes en Europe. Tout à fait, il y a une dizaine d'années. Dans les années 80, c'était pas bon d'aller. Maintenant, ça va un peu mieux. Mais pendant très longtemps, Charleroi, c'était un coupe-gorge, hein, bien sûr. Mais je voulais aussi te dire que toi, tu es venu d'Espagne avec plein de soleil, donc maintenant, tu as de la ressource pour aller vivre dans le Nord, quoi, je veux dire. Je viens du Pays Basque. Il pleut statistiquement le triple à Bilbao qu'à Lille, j'ai regardé. Il y avait une question, là, je ne sais pas où il est le micro, mais Bélène voulait prendre la parole. Oui, par rapport à l'espace, c'est dans les deux romans, c'est un personnage à part entière. Et de façon très différente, parce que Médéa, c'est le paysage, mais c'est aussi le silence du village. Mm-hmm. C'est-à-dire c'est tout le village qui fait un personnage qui s'était avec le paysage. Dans le cas de Rodéo et pour Aiko, j'avais lu quelques critiques de ton roman, et il y avait dans un article une référence à un nouveau naturalisme 2.0. Et dans ton roman, parce que l'espace détermine tellement les personnages et que on peut parfois comparer des extraits de ton livre avec des extraits de Zola. Et puis une autre question pour après, qui m'intéresse beaucoup, c'est votre œuvre théâtrale à toutes les deux, parce que je crois que le théâtre est un genre peu enseigné dans les universités.
Et c'est un véhicule de création qui interpelle énormément les spectateurs et avec lequel on peut faire passer énormément de valeurs et de messages. Mais, oui, alors, ouais, le naturalisme 2.0. Mais en fait, oui, moi, naturalisme 2.0, ça me plaît pas tellement comme expression parce que, enfin voilà, il y a un truc assez péjoratif dans l'idée de naturalisme. Moi, je dirais plutôt, enfin, moi, je me documente beaucoup dans ce que j'écris. Moi, j'étais journaliste, donc je garde ce sens de la documentation, de la minutie, de coller au plus près de la réalité. D'ailleurs, j'invente jamais rien, en fait. Je ne suis pas capable d'inventer un récit de A à Z. Donc, je pars toujours d'une trame existante. Et oui, il se trouve que parfois, l'effet peut être naturaliste parce que peut-être... Moi, je ne suis pas persuadée que l'être humain est si libre que ça. Or, on baigne dans une société où on nous dit sans cesse qu'on est hyper libre, qu'on peut faire ce qu'on veut, qu'on peut faire les choix qu'on veut, qu'on peut changer sa vie comme on veut. Moi, j'y crois pas tout à fait. C'est possible. Il y a toujours des gens qui vont des transfuges de classe, etc. Enfin, des gens qui créent leur destin, mais je suis pas sûre qu'on soit si libre que ça. Et donc oui, il y a du déterminisme, que ce soit dans la bourgeoisie ou dans des milieux peu favorisés, mais l'illusion qu'on peut comme ça complètement échapper à sa condition, je n'y crois guère. Et ça rebondit un peu sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on a arrêté la fameuse meute de rodéo, en tout cas un des gars, quand on en a retrouvé un, mais c'était eux. Il n'y avait pas de surprise de « Ah, bah tiens, ce sont des fils de PDG qui... » Non, c'était exactement les gars qu'on attendait parce que tous les éléments de ce crime tendaient vers ce type d'homme. Mais oui, donc, naturalisme, mais il y a une logique aussi. Donc, enfin voilà. En gros, oui, je dirais que la question de la liberté d'une destinée ne m'est pas si évidente que ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de parts d'une existence qui est quand même assez toute tracée. Ça ne fait pas plaisir à entendre, hein, mais... Voilà. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Aiko, parce que y a des exceptions, je pense quand même. Oui, bien sûr. Parce que c'est pas comme ma mère m'a élevée, elle m'a pas élevée pour qu'un jour je sois conférencière à Valladolid pour parler d'un roman. Ma mère m'a élevée en me disant tu vas te marier, tu auras des enfants, tu seras une bonne épouse, une belle fille, tu t'occuperas de ton foyer, et c'est comme ça qu'une femme doit se tenir. Je ne pouvais pas parler quand il y avait des hommes à la maison, je ne pouvais pas contredire mes frères, j'ai 3 frères, ils avaient toujours raison, je ne pouvais pas prendre la parole. Donc là maintenant, elle m'a dit, elle a 85 ans, j'en ai 56. Et elle m'a dit il y a 2 jours, la semaine dernière, je dis maman, je pars en Espagne. Elle m'a dit tu vas faire quoi? Je dis je vais faire une conférence. Et elle m'a dit pour la première fois de sa vie, je suis fière de toi. Et là, donc, je me dis quand même, finalement, j'ai bien fait de ne pas toujours suivre ce qu'elle me demandait parce que je serais aujourd'hui. C'est bien d'être mère aux femmes. J'ai quand même. Mais tu as raison d'un certain côté, puisque je me suis mariée, j'ai eu des enfants, j'ai fait ce qu'elle m'a dit. Mais à un moment donné, je dis stop maintenant. Je veux faire autre chose. Donc, oui, c'est vrai que globalement, et tu as raison, hein, beaucoup de nos contemporains suivent un mouvement familial, social, communautaire même, souvent, parce qu'on a besoin de revenir à la communauté de plus en plus maintenant. Heureusement que le déterminisme social, parfois, a des éléments qui sortent un peu du contexte. Mais je voulais aussi intervenir par rapport à... Je reviens un tout petit peu en arrière par rapport au paysage, mais je pense que dans le roman d'Aiko, il est plus important que le mien, parce que dans le roman d'Aiko, finalement, tel que je le comprends, même si je ne l'ai pas encore lu, le Nord-Pas-de-Calais est quelque part le berceau qui a donné naissance à ce genre de jeunesse, qui a ensuite fomenté quelque part cette manière de percevoir les femmes, etc. Ce qui n'est pas le cas en Algérie. Je crois que ce n'est pas parce qu'ils sont un média
C'est pas parce qu'il y a du soleil, parce qu'il y a de la verdure, parce que je crois que c'est le fait des hommes, complètement le fait des hommes, et le fait d'une histoire qui remonte à la guerre d'Algérie, qui n'a pas été, qui a été certes gagnée par les Algériens, mais qui ensuite a été prise par le pouvoir du FLN, du Front de Libération Nationale, et qui n'a jamais voulu rendre au peuple algérien son pays. Donc peut-être que là, il y a quand même un peu, enfin Bélène qui a lu le roman, un peu une différence quand même par rapport au lieu symbolique. Il y a le paysage visuel et aussi ce que tu disais, Bélène, l'espace sonore aussi qui contrastait beaucoup, mais tous les deux véhiculent de la violence. Enfin, j'avais remarqué justement dans le roman d'Aiko, dans Rodéo, et les bruits, la musique, enfin, tout le temps constant, c'est manque d'intimité aussi, parce que, voilà, parce qu'on est assis en 40 mètres carrés, et que les papiers, que les murs sont fins comme les papiers, et c'est une ambiance très violente et très oppressante via le bruit, et d'un autre côté, l'espace sonore du silence des médias, qui est aussi oppressant finalement que le bruit omniprésent. Oui, c'est-à-dire que... Oui, c'est ça, le silence, parce que les témoignages, évidemment, mais je poserai la question aussi à Eiko par rapport au Rwanda. Souvent, enfin, ça se fait dans le silence. Il n'y a pas de cri, il n'y a pas de hurlement, il n'y a pas de panique. C'est une sorte de sidération. Et la sidération, elle est muette quelque part. Hein. Quand on est sidéré, on ne peut pas crier. Donc c'est pour ça que le mot silence s'est imposé à moi, parce que ça a été vraiment, comme je vous le disais en préambule, on pouvait tout à fait venir commettre des massacres à côté sans qu'on en sache quoi que ce soit, jusqu'à ce qu'ils aient terminé, qu'ils soient partis, qu'on sorte dans le couloir et qu'on se dise, ben oui, donc ils sont venus, ils ont tué ici, mais enfin, comment c'est possible ? Donc c'est une tactique, hein, de travailler sur le silence pour commettre les actes aussi monstrueux. Je ne sais pas au Rwanda si ça a été comme ça, ou tu as des échos de la manière dont le génocide s'est produit. Oui, alors il y a plusieurs échos, mais c'est vrai que l'idée du silence, du calme, est quelque chose qui revenait parfois dans les témoignages des rescapés, oui. Enfin, comme si un massacre, c'est pas ce qu'on s'imagine, en fait. Oui. Ou c'est pas ce qu'on a vu dans les films, c'est pas forcément des hurlements de terre. Comme tu dis, très bien, les gens sont tellement sidérés, puis ça va vite, que c'est nous qui crions à l'intérieur quand on entend ça. Mais enfin oui, c'est vrai que... Oui, pas forcément ce qu'on s'imagine en termes de bruit. Oui. Maintenant que tu évoques ce cri intérieur, c'est une question que je voulais poser à Malika aussi, par rapport au style d'écriture. Et j'avais remarqué aussi beaucoup de points d'exclamation, et notamment j'ai l'impression que c'est quand c'est Zora ou Anna entre elles qui parlent. Et je voulais te demander si c'était voulu ou pas, ça se trouve c'est juste une habitude ou que sais-je. Mais si on pouvait voir là vraiment un cri muet dans ces points d'exclamation qui ne nous disaient rien, et parce que Zora n'arrivait pas à parler, ou c'est un effet peut-être secondaire. Hein, mais... J'aime bien les points d'exclamation, c'est mon défaut. Quand j'écris des SMS, je mets des points d'exclamation et je me dis, oh, elle est énervée, qu'est-ce qu'elle a? Je dis, rentre à la maison, ma fille. Je mets 3 points d'exclamation, ça donne plus d'ampleur. J'ai même traumatisé des participantes à un atelier théâtre parce qu'elles ne venaient pas à l'heure. Je dis, où êtes-vous? Et je mets des 3 points. Bon, je crois que j'adore ça, parce que c'est pour moi la ponctuation. Mais ça ponctue justement, hein, puisqu'on ne peut pas dire... vous savez, moi je suis très expressive, hein, vous l'avez vu depuis le début, je suis quelqu'un quand même de très... qui aime bien mettre l'accent sur les choses. Et donc pour moi, l'écriture, forcément, puisque je dis souvent aux jeunes que je rencontre dans les écoles, vous savez, si un auteur ne met pas de l'émotion, un auteur, un peintre, un comédien, peu importe l'artiste, mais si on ne met pas de l'émotion dans ce qu'on fait en tant qu'artiste, le lecteur, le spectateur ne peut pas ressentir cette émotion. C'est jamais que... Vous savez, si on prend le roman d'Aiko, c'est quoi? C'est des pages, je vois ici, bon, je n'ai pas mes lunettes de près, mais donc il y a de l'écriture, ok, mais pour que je ressente une émotion, il va falloir que j'entre à l'intérieur de son livre et que je lise les mots, et que si elle met un point d'exclamation à un mot, ça veut dire qu'elle m'a dit, relis-le bien 2 fois, parce que je veux mettre quelque chose là, dans ce point d'interrogation. Donc pour moi, le livre, c'est un film, c'est une fenêtre.
Et une fenêtre, on doit pouvoir tout y voir, ça doit être transparent. Donc oui, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la ponctuation et pour moi, c'est le rythme, c'est la musique d'un écrit. Tout à fait. Après, il y a de l'émotion chez Rodéo, même s'il y a moins de points d'exclamation. Je pense qu'il n'y en a aucun peut-être. Non là, j'étais en train de regarder un extrait que j'avais ici et c'est des phrases vraiment très... Enfin là, j'ai lu un extrait, mais bon... Et bon, je ne vais pas poser la question parce que là, dans une minute, je pense qu'on a juste toute envie et besoin d'aller prendre un café. Mais dans un portrait, c'est une des questions que je t'avais posées, non? Parfois, on sent un peu de pitié pour les gros connards qui a violé cette fille, quoi, quand même, et qui en plus était un lâche, et c'est pour cela qu'il se suicide, hein, parce qu'en plus, voilà, c'est un lâche aussi. Et à un moment donné, elle, comme elle veut juste s'en sortir, elle parle de ces garçons du village, dont Jimmy. Je lis juste 3 phrases pour voir qu'il y a de l'émotion quand même. Hein. Ces rats au front poustuleux dont moins de 5 cm séparent l'implantation capillaire des sourcils, leurs 3 neurones formant dans leur boîte crânienne de monstrueux triangles de Bermude où disparaissent grâce, pureté et intelligence. Ces pores conçus dans un lisier leur tenant ensuite lieu de couches, de pitons et d'horizons. Ces draps cailles juste bons à être battés dès les berceaux, taillés sur mesure pour palper la merde et les cambouis, etc., etc. Je trouve aussi qu'il y a et un rythme et une émotion exprimée autrement, certes, mais et même les débuts, quoi. Les débuts, elle commence par petit bâtard. On a un peu de la sympathie. Et le petit bâtard, j'ai oublié comment tu commences le deuxième paragraphe, mais il y a une gradation de violence avec les mots. C'était quoi le deuxième? J'ai oublié, mais juste par curiosité. C'était petit bâtard et qui tout d'un coup... Ah oui, après il devient charogne. Bon, ben voilà, hein, quand même, les jugements est fait. Je ne sais pas si la salle veut poser une dernière question ou pas du tout. Ah oui, c'est vrai. Je vous avais posé une question sur les sujets de vos pièces de théâtre, à toutes les deux. Alors, mais moi, les textes que j'ai faits au théâtre, bon, je précise quand même, ce ne sont pas des pièces. Moi, je ne sais pas écrire des pièces de théâtre, et puis j'ai pas spécialement envie d'en écrire. Par contre, ce sont des textes de nature variée. Il y en avait un que j'avais vraiment écrit sous forme d'un rapport d'ONG sur le Rwanda, qui est une critique assez virulente sur la manière dont le gouvernement rwandais instrumentalise le génocide pour notamment perpétrer lui-même des horreurs dans le pays d'à côté, au Congo, pour mieux le piller. Une deuxième pièce était sur... un deuxième texte plutôt sur un nouveau fait réel. Un énorme bateau de migrants qui a coulé au large de la Sicile dans les années 90 et qui était dans une zone de pêche où il y avait eu... la saison de la pêche avait été retardée parce qu'il y avait eu des tempêtes, etc. Donc les pêcheurs ne voulaient pas perdre plus d'argent et de poissons, donc ils n'ont rien dit. Mais pendant des mois et des mois, ils continuaient à pêcher des cadavres. Et puis des ossements. Et puis des papiers. Des cartes d'identité, etc. Et finalement, il y a un pêcheur qui... c'était trop lourd pour lui et qui a alerté... je pense une journaliste, et le journal a affrété un petit sous-marin, et voilà, ils ont finalement retrouvé ce bateau que personne n'avait reporté. Et là aussi, ça m'intéressait justement ce lien avec une économie aussi de... c'était pauvre contre pauvre, quoi. Des pêcheurs qui ne pouvaient pas se permettre de perdre leur saison de pêche, parce que quand on rapporte un bateau comme ça qui a coulé, la saison est mise à l'arrêt, il y a des enquêtes, etc. Ils ne peuvent pas pêcher dans leurs eaux. Donc, ça m'intéressait. Et une troisième, c'était dans la même région d'où vient Malika. Donc toujours dans ce post-industriel, un type qui sort de prison et qui a plus rien sauf je sais plus ce que c'était, un staff américain ou un pitbull, et qui fait des combats de chiens. Voilà. Du joyeux, du rose. C'est pas vraiment. En fait, souvent, par exemple, ce type-là, c'était une nouvelle en fait que j'avais écrite et qu'on m'a demandé, et qui a été mise en lecture plus que mise en scène. Mais initialement, ce ne sont pas du tout des textes qui étaient conçus pour... non, sauf celui sur le Rwanda, mais voilà, je n'avais pas envie d'être dans une écriture théâtrale
Donc, voilà. Alors moi j'ai écrit 3 pièces, donc j'en ai écrit une en 2014 qui raconte l'histoire de 4 générations de femmes qui vivent ensemble dans la même maison, donc la grand-mère qui a des filles, enfin donc 4 générations. Et donc c'est le rapport de cette grand-mère avec la matrone un petit peu de la maison et comment elle gère ses relations avec ses filles et ses petites filles qui ne sont pas les mêmes relations en fait. Les grand-mères sont toujours beaucoup plus tolérantes et toujours beaucoup plus ouvertes et beaucoup plus permissives avec leurs petites filles qu'elles ne le sont avec leurs filles. Donc c'est un peu ce rapport, mais c'est une comédie, hein, donc on rigole beaucoup et c'est très drôle. Et j'ai travaillé ça avec un groupe de femmes, justement, à Molenbeek, dont Maïko connaît bien Molenbeek, elle y a vécu un petit temps, mais elle y a vécu. C'est une pièce qui a bien marché, elles ont joué longtemps, elles ont joué un peu partout. Ensuite, j'ai écrit une pièce qui s'appelle Un homme libre. Un homme libre, c'est l'histoire d'un médecin d'origine, on va dire, d'origine musulmane, qui est athée. Il est profondément athée, il est médecin et il a un père qui est croyant et un fils qui se questionne comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, sur l'islam et sur son identité musulmane. Et donc ce rapport entre cet homme qui est pris en sandwich entre son fils, qui se questionne et qui veut revenir aux fondamentaux de ses origines, c'est-à-dire la religion musulmane, et d'un père très pieux, très croyant. Et lui, il est un peu entre les deux comme ça, alors qu'il est complètement athée. Et là, j'ai une pièce, donc cette pièce-là, on l'a jouée aussi quelque temps, et là sort, donc on joue donc en novembre une nouvelle pièce qui s'appelle Jonas et Sophia. Et Jonas et Sophia, c'est l'histoire que j'ai écrite à partir de mon expérience avec les jeunes en prison. Justement, on en a beaucoup parlé avec Aiko hier soir quand on s'est vu, parce que j'ai rencontré des jeunes qui ont commis des choses extrêmement graves, des viols, des crimes, des meurtres, etc. Et quand je vais travailler avec les jeunes, donc les jeunes mineurs, moi je veux pas savoir pourquoi ils sont là. Je leur dis écoutez, moi je veux pas savoir pourquoi vous êtes là, c'est pas mon rôle. Vous avez été jugé ou vous le serez par un juge. Moi mon travail c'est pas de vous juger, c'est de travailler avec vous et de faire un travail artistique. Soit on faisait beaucoup de peinture, du slam, on a fait du rap, là on fait beaucoup de théâtre et de l'expression orale. Mais il s'avère que par la suite, j'entends parler les éducateurs et donc je finis par savoir. Et quand j'arrive, moi, je vois des jeunes comme nos enfants, en fait. Ça pourrait être un de vos fils, voilà, il vient, il nous apporte le café, madame, vous voulez un biscuit, alors qu'ils ont tué. Et donc, je me suis dit, il y a une part de lumière en chacun d'entre nous. Quel que soit le crime qui a été commis, ça rejoint tout à fait aussi les gens qui ont violé et qui ont tué cette jeune fille. Parce qu'il y a aussi dans ces jeunes que je côtoie des jeunes qui ont torturé, enfin bon, des choses horribles, mais il y a toujours une part de lumière. Et c'est ce que je disais aussi encore une fois à Iko, et à Bélène, on en a beaucoup parlé, c'est que quand on a pris 25 ans et quand on en a 17, à 40 ans, on est dehors. Sauf si on rétablit la peine de mort, et à ce moment-là, on n'en parle plus, évidemment. Mais notre système fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de la peine de mort, et que même si on va à fond de peine, comme on dit, ils sortent toujours encore jeunes, relativement jeunes. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces hommes parce que c'est quand même beaucoup des garçons, qu'est-ce qu'on fait avec eux dans la société si on ne leur tend pas la main en amont? Et donc, Jonas et Sophia parlent de ça. Voilà. Un sujet passionnant, justement, mais qu'on va laisser pour la pause café peut-être. On se retrouve dans 20 minutes ici pour la deuxième partie de la matinée. Merci beaucoup, Malika. Merci beaucoup, Aiko, pour votre présence. Merci pour votre présence aussi. Merci, Marie.